La révolution est synonyme de massacre. Rappelons la devise républicaine liberté, égalité, fraternité ou la mort. Les acteurs à l'origine de cette révolution sont pour la plupart des nobles qui n'ont pas accepté que le roi Louis XVI réduise leurs privilèges dus à leur rang. La révolution a été un tournant catastrophique pour la France. Voici le premier des 6 épisodes qui révéleront comment se comportaient les révolutionnaires mais également le peuple, durant cette période sanglante et destructrice. Bonsoir à tous. Alors, c'est la première partie que je vais vous faire sur la vie quotidienne au temps de la Révolution, d'après Jean Robiquet, qui était conservateur au musée Carnavalet, qui était un historien d'art surtout, et qui a beaucoup travaillé, et dans la collection d'ailleurs de la vie quotidienne, il a écrit, en plus de la vie quotidienne au temps de la Révolution, la vie quotidienne au temps de l'Empire. Cette collection qui contient aussi la vie quotidienne à Rome, de Carcopino, la vie quotidienne au temps de Louis XIII, d'Émile Magne, la vie quotidienne au temps de la Renaissance, par Abel Lefranc, qui était lui membre de l'Institut de France. Donc cette vie quotidienne au temps de la Révolution de Jean Robiquet, cette vie quotidienne au temps de l'Empire de Jean Robiquet, et ça s'est terminé pour cette première série par la vie quotidienne en France en 1830 par le grand Robert Burnand. Alors la vie quotidienne au temps de la Révolution, on va commencer par le Paris de 1789. Alors pour comprendre la vie des témoins de la Révolution, il faut sans cesse avoir devant les yeux le décor matériel de Paris en 1789. L'évocation est laborieuse, depuis que les grandes percées du Premier et surtout du Second Empire ont si profondément modifié la capitale, habitués que nous sommes à son visage moderne, comment nous le représenter tel qu'ont pu le connaître Danton ou Camille Desmoulins. Comment imaginer le jardin des Tuileries sans la rue de Rivoli et bordé du côté de la terrasse des Feuillants par des bâtiments conventionnels, la place du Carrousel encombrée d'hôtels et d'échoppes, la butte des Moulins subsistant encore à 200 mètres du Palais Royal et partout des passages, des cours, des marches à monter ou à descendre, des grilles qu'on fermait le soir, des cul-de-sac où l'on s'égarait dans une ville étrange, mystérieuse où seul un habitué du pavé parisien pouvait se débrouiller sans trop de peine. Si l'on accepte les boulevards, les quais de la rue Saint-Antoine, les plus grandes voies d'alors atteignaient rarement la largeur de la rue Saint-Honoré sur la rive droite, de la rue des Saints-Pères ou de la rue du Bac sur la rive gauche, et combien d'autres où d'autres charrettes avaient du mal à se croiser, combien de ces petites rues provinciales dont les alentours de Saint-Germain-des-Prés, de Saint-Séverin ou du Panthéon nous offrent encore quelques spécimens à l'heure actuelle. Là se perpétue le Paris de la Révolution. Là, nous pouvons nous figurer quel curieux ensemble il formait. Entre ces divers quartiers, les contrastes étaient frappants, chacun ayant son allure propre, sa population attitrée, tandis que la noblesse et la riche bourgeoisie occupaient le faubourg Saint-Germain, le Marais, le Temple, l'Arsenal. On ne respirait déjà plus le même air dans les quartiers moins guindés du théâtre français, c'est-à-dire ce que l'on appelle aujourd'hui l'Odéon, de Bonne Nouvelle, du Palais Royal, et le changement de climat s'accentuait dans les zones purement ouvrières. À Saint-Paul, domaine des maçons, à la Croix-Rouge, rendez-vous des industries du meuble et du bâtiment, dans les rues Saint-Denis et Saint-Martin, où voisinaient les fabricants d'articles de Paris, les bonnetiers et les merciers. Le caractère particulier des occupants devenait encore plus sensible dès que l'on entrait dans les faubourgs. Au nord, les faubourgs Montmartre, Saint-Lazare et Saint-Laurent vivaient surtout de l'industrie des étoffes. À l'ouest, Chaillot possédait des forges et des filatures de coton. Le faubourg du Roule, avec les chiffonniers de la Pologne, représenté sur l'emplacement du boulevard Haussmann, l'un des quartiers les plus pauvres de Paris. Il s'est rattrapé, bien sûr, par la suite, connaissant maintenant ce quartier Haussmann à Paris actuel. Enfin, à l'est, de chaque côté de la Seine, les faubourgs Saint-Antoine et Saint-Marcel renfermaient le premier de nombreux ateliers de meubles, sans oublier la fabrique de papier peint de Réveillon, le second des teintureries, des tanneries, des brasseries et de la manufacture célèbre des Gobelins. Autant de petites villes dans la grande, autant de corps de métier dont les membres attachés aux mêmes habitudes, participant aux mêmes tâches, sortaient rarement de leurs frontières. On se fréquentait de porte à porte, on allait fringuer le dimanche dans la guinguette la plus proche, on se mariait généralement entre soi, et l'on s'inquiétait assez peu de ce qui se passait dans la région voisine. Un compartimentage poussé jusqu'à l'extrême et qui avait pour première cause la difficulté des transports
Voilà la marque de Paris de la Révolution. Et voilà sans doute aussi l'explication d'un grand nombre de phénomènes qui nous étonnent à distance. Les différences de réaction de la politique sur la vie courante, l'ignorance de certains événements qui bouleversent une partie de la capitale et ne sont même pas connus ailleurs. L'insouciance des ménagères continuant à faire leur marché tandis qu'on se bat aux Tuileries ou qu'on massacre à la petite force. Rien de ce qui assure aujourd'hui la rapidité des informations, moyens de locomotion sans nombre, journaux à éditions multiples, annonces par le télégraphe, le téléphone, la TSF, aucun de ces procédés de diffusion qui peuvent en quelques minutes donner la fièvre à toute une ville n'existait naturellement encore. C'était de vive voix que se propageaient les nouvelles et il est fort compréhensible qu'entre des quartiers si différents avec ce luxe de cloisons étanches, les bruits les plus sensationnels aient parfois été longs à circuler. Il y avait pourtant un certain nombre de lieux de rendez-vous parisiens où les amateurs d'actualité pouvaient se documenter chaque jour. Le jardin des Tuileries, qui après avoir été simplement la promenade des élégantes, allait bientôt devenir le vestibule en plein air de l'Assemblée. La place de Grève, théâtre habituel des cortèges, des défilés, de gardes nationaux, des attroupements, des émeutes, et surtout le Palais Royal, forum de la Révolution, centre des cafés, des restaurants, des amusements de toute nature, mais aussi terre d'élection des agitateurs, des bavards, des orateurs improvisés, toujours prêts à monter sur une table et à sauver la nation entre deux tasses de moka. Certes, quand le duc d'Orléans, 5 ou 6 ans plus tôt, avait transformé son domaine et loué ses galeries au commerce pour en faire un jardin de plaisir, il n'avait pas deviné qu'il jouait un si bon tour à son cousin le roi de France. Pas de club politique plus dangereux pour l'avenir de la couronne que cette bruyante foire aux idées. Dès le printemps de 89, elle commence à jouer son rôle. Si elle enchante les Parisiens, elle étonne les provinciaux. L'un de ces derniers, le marquis de Ferrières, que nous retrouverons dans un des chapitres qui vont suivre, paraît légèrement éberlué d'une soirée au Palais Royal. Voilà ce qu'il dit. On ne peut se faire l'idée du monde, de toute espèce qui s'y assemble. C'est un spectacle vraiment étonnant. Je vis le cirque, j'entrais dans 5 ou 6 cafés et il n'y a point de comédie, de Molière qui vaille les différentes scènes qu'on a sous les yeux. Là, c'est un homme qui réforme et redresse la Constitution, un autre qui lit tout haut un pamphlet. À une table, celui-ci fait le procès des ministres. Tout le monde parle, chacun a son auditoire qui l'écoute très attentivement. J'y passais jusqu'à 10 heures et si j'y restais pas si loin, j'irais tous les soirs. Dans les allées se promène une foule de filles et de jeunes gens. Les boutiques des librairies sont pleines d'hommes qui feuillettent, lisent et n'achètent point. On se porte dans les cafés, on y étouffe exactement. Voilà ce qu'il disait. Alors, laissons là les cafés qui feront l'objet d'une étude spéciale et promenons-nous un peu dans Paris. Beaucoup de ces décors traditionnels, la place Louis XV, les Invalides, les Champs-Élysées, le Champ de Mars, vont tenir une place importante dans les grands événements prochains. Prieur et Duplessis-Bertrand les donneront souvent pour fond à leur tableau de la Révolution. Mais l'histoire proprement dite n'étant pas en cause, ici des scènes d'un genre plus familier nous intéresseront davantage. Voici par exemple une petite toile du peintre Sénave qui représente le pont Notre-Dame, le pont au Change et le quai de Grève en 1791. Coin charmant du cœur de Paris où grouille une population qui annonce le voisinage des Halles, au fond le palais de justice et la conciergerie, dans l'état exact où Marie This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. Antoinette pour aller voir 3 ans plus tard. Le pont au Change est déjà privé de sa double rangée de maisons, dont quelques matériaux empilés marquent la démolition récente. Devant la tour carrée de la pompe Notre-Dame, des battleurs sont venus camper et le chef de la troupe, qui porte un petit homme à bout de bras, retient un cercle de badauds. Au premier plan, des étalages, un âne qui se fait tirer l'oreille, une jolie fille sur un cheval blanc, un béquillard qui promène ses rhumatismes et un couple de bourgeois cossus qui promènent simplement leurs chiens. Vitrines, marchands de coco, commères, vendant des galettes, tout cela est gentil, bon enfant, nullement révolutionnaire. Et si l'on ne voyait sur la gauche un peloton de gardes nationaux qui défilent drapeaux déployés, on se croirait revenu au temps où la reine jouait à la bergère et où le plus paisible des monarques s'occupait de ses ruraux. Cette allure vivante et joyeuse de la foule parisienne est l'un des premiers traits qui frappent les étrangers. Lorsqu'ils se hasardent chez nous
Écoutez plutôt l'allemand Camp, libraire et écrivain de Brunswick, qui, visitant la capitale en août 1789, note la politesse des passants, des cochers, des factionnaires, mais remarque surtout l'agitation des promeneurs. Voilà ce qu'il dit. Parmi les milliers de personnes qui traversent le Pont-Neuf, les 20 ou 30 000 qui grouillent dans les Tuileries ou sur les boulevards, on s'en aperçoit à peine une qui marche lentement. Flegmatiquement, à peine une dont les traits du visage ne soient pas en perpétuel mouvement. Si deux ou plusieurs personnes marchent ensemble, le fil de leur conversation ne se brise jamais. Cela donne à la foule parisienne une originalité qu'on ne trouverait nulle part ailleurs. Elle est plus vive, plus bruyante que n'importe où. Tout le monde parle, chante, crie ou siffle au lieu de rester silencieux comme on l'est chez nous en Allemagne. Et la multitude des colporteurs et des marchands qui cherchent à dominer de la voix le tumulte des rues ne fait que rendre celui-ci plus grand et plus assourdissant. Alors si Paris ne peut rester calme, c'est affaire de tempérament, mais c'est également sans doute parce qu'il attend des miracles. À peine la Révolution vient-elle de commencer qu'on la croit déjà finie. Le lendemain de la prise de la Bastille, tout le monde s'embrasse dans les rues. Non seulement le populaire exulte, mais une partie de la meilleure société communue dans le même enthousiasme. Et Madame de Genlis, gouvernante des enfants d'Orléans, emmène ses 3 élèves, dont le futur roi Louis-Philippe, contempler rue Saint-Antoine les ruines de l'affreux monument du despotisme selon les uns, et bénir avec eux ces démolisseurs dont les mains vengeresses semblent être celles de la Providence. L'allégresse grandit encore le 17 juillet quand le roi se rend à l'hôtel de ville, estimant qu'une si belle émeute et une forteresse démantelée valent bien une visite de digestion. À la vue du souverain recevant de bailli la cocarde aux 3 couleurs, une multitude immense fraternise. C'est l'accomplissement de tous les vœux, la fin de toutes les misères, l'aurore d'un avenir brillant, ouvrant une ère de liberté, d'abondance, de paix et de bonheur. Et pourtant, la France était en paix à cette époque-là, et depuis bien longtemps déjà. Étrange illusion des Parisiens qui pensent déjà toucher au dénouement de la pièce dont ils viennent seulement d'entendre frapper les 3 coups. Chacune de ces péripéties leur apparaît comme la dernière. Avec la prise de la Bastille, ils croient la liberté fondée. Avec la garde nationale, ils se flattent d'avoir assuré l'ordre. Au lendemain de la nuit du 4 août, ils jugeront qu'ils sont tous égaux, et quand ils auront ramené de Versailles le boulanger, la boulangère et le petit mitron, ils s'imagineront qu'ils ont écarté pour toujours le spectre de la famine. Pourtant, au dire de certains, le séjour de la capitale n'est déjà plus de tout repos. On y voit maintenant d'étranges figures qu'on n'y rencontrait pas les années précédentes, ces chômeurs venus de province et qu'on s'efforce d'occuper dans les carrières de la butte Montmartre. Des viragos d'un genre spécial envahissent aussi les promenades. Un soir que le paisible Camp est allé admirer le coucher du soleil sur la place Louis XV et s'abandonne à la volupté de sentiments sublimes, devant les derniers feux de l'astre, il se voit brusquement saisi par 3 horribles mégères qui veulent lui arracher des baisers et sa bourse. Comme il proteste avec un fort accent tudesque, elles finissent par le lâcher en le prenant pour un Anglais. D'autres mésaventures attendent les aristocrates qui ont demeuré à Paris, une première vague de départ ayant eu lieu dès le 15 juillet et une autre beaucoup plus nombreuse après les journées d'octobre. Ne passez pas les barrières sans passeport, écrit le comte de Quelen, père du futur archevêque, à son ami le président de Saint-Luc. J'y ai été attrapé l'autre jour voulant aller au bois de Boulogne. Une baïonnette sortie d'un fumier trop puant pour la sonder me fut présentée par l'alguazil qui m'obligea de rentrer. D'un tour de timon, je me retrouve à la grille, quand un suppôt des aides m'arrête encore et me demande ce que j'ai à déclarer. Que je suis sans liberté. Était-elle sur le tarif? Faut-il payer? Non, passez. Je rentre en ville sans pouvoir croire à la liberté de l'homme et à ses droits, annoncés par la plus auguste assemblée de l'univers. Et voilà comment il faut endurer ce que l'on peut empêcher. Je bois, je mange, je dors, tout aussi qu'un pourceau dans son étable qui n'a d'autre droit sur sa litière que moi. Dans ma chambre, res Miranda. Les mécontents reconnaissent bien que des patrouilles régulières de jour et de nuit rendent les rues assez tranquilles, mais ils ajoutent que les quartiers riches se dépeuplent, que le commerce bat de l'aile, que l'argent devient de plus en plus rare et qu'on ne verra plus bientôt circuler que du papier. Paris est un bonnet de nuit, soupire la comtesse de Sénéfé le 9 février 1790,
Point de bal, chacun vit chez soi, on a même décidé qu'il n'y aurait point de concert. En cette même année 90, l'agitation paraît d'ailleurs grandir. Il y a de véritables émeutes, comme le sac de l'hôtel de Castries, à la suite du duel où le duc vient de blesser Charles de Lameth. D'autres incidents moins tragiques, comme celui de Madame Cressonnier de Beauplan, raconte à son ami le baron de Blaisel, donnent spirituellement le ton de la rue. Voilà ce qu'elle dit. Un homme m'a failli faire sauter 10 pieds de haut ce matin en criant comme un damné à mes oreilles. 7e lettre bougrement patriotique du père Duchesne. Ce bougrement fut prononcé si énergiquement qu'oubliant qu'une belle dame ne devait pas jurer, je dis très haut. Ah, foutre, mon ami, comme vous jurez. Et 20 personnes de rire de mon cœur, et moi aussi, quoique rouge jusque derrière les oreilles. Voilà, mon cher baron, ce qui s'appelle hurler avec les loups. Attendons encore quelques mois et nous verrons la politique se glisser jusque dans les collèges. À celui des 4 nations, les élèves boursiers, animés contre leurs professeurs ecclésiastiques qui ont prêté le serment constitutionnel, se munissent d'armes et un beau soir envahissent l'appartement du principal. Le tumulte est grand dans le quartier, il faut un détachement de gardes nationaux pour dépouiller les insurgés de leurs pistolets et de leurs poudres et les renvoyer au dortoir, dormir bien sagement. Mais le lendemain, les élèves externes veulent venger leurs professeurs. Nouvelle bagarre, nouvelle apparition de l'officier municipal, et l'on sépare les combattants en leur donnant un jour de congé. Comme on le voit, rien de tout cela n'est bien grave. Le Paris du début de la Révolution s'obstine à conserver le sourire, reste la capitale de l'optimiste parce que 200 000 voix ont chanté le Ça ira durant la grande journée de la Fédération. On pense que tout doit aller, que la victoire est définitive. Chacun garde cette belle confiance, même après l'équipée de Varennes, en voyant Louis XVI accepter enfin la nouvelle Constitution. Pour ce geste, on lui pardonne tout et une longue ovation l'accueille quelques jours plus tard à l'Opéra, quand il paraît avec la reine et que l'un des interprètes de Castor et Pollux lance à pleine voix ces 2 vers. Tout l'univers demande ton retour, règne grand roi sur ton peuple fidèle. Comment ce même peuple fidèle ne croira-t-il pas à son bonheur? Ne serait-il pas persuadé une fois de plus que tout est fini? Pour que ces illusions se dissipent, il faudra les grandes secousses de 1792, mais n'anticipons pas sur les événements. Nous n'en sommes encore qu'au prologue de 1789, c'est-à-dire au moment où 9 citoyens sur 10 refusent, comme l'auteur des tableaux de Paris, d'admettre l'hypothèse d'une émeute dégénérant en sédition. Pour tout cela, une seule chose compte, les bienfaits qu'on attend de l'Assemblée de Versailles. Débarquant à peine de leur province, les députés sont regardés comme autant d'envoyés célestes qui vont régénérer le pays. Puisque Paris n'a Dieu que pour eux, essayons de faire connaissance avec ces hommes providentiels et tâchons d'en surprendre quelques-uns, non pas à la tribune, non pas dans leur vie publique, mais dans l'amusant imprévu de leur existence quotidienne. 3 députés aux États généraux. Les États généraux n'ont pas compté que de grandes journées. À côté des séances historiques comme le serment du jeu de paume ou la nuit du 4 août, il y en a eu beaucoup d'assez ternes, d'assez monotones et qui laissèrent aux députés le temps de respirer un peu. Ces entr'actes étaient les bienvenus. Quand on arrive du bout de la France et qu'on est brusquement transplanté dans une ville comme Versailles, on a beau remplir sa mission en conscience, il n'empêche qu'à certaines heures, les soucis privés reprennent leurs droits. Il faut se débrouiller dans un milieu nouveau, s'assurer le gîte, le couvert, s'occuper de 1000 détails, bref, comme nous disons aujourd'hui, s'adapter. Qu'il soit de la noblesse, du clergé ou du tiers, presque tous les représentants sont logés à la même enseigne. Et presque tous également la même pensée les hante. Que se passe-t-il chez eux au pays? Quoi de neuf au château, à la cure? Comment vont la femme, les enfants? Recevoir des nouvelles ou envoyer soi-même, voilà pour chacun la grande affaire. Jamais peut-être on ne s'est tant écrit parce qu'on n'a jamais eu tant de choses à se dire. Source de renseignements précieux que de pareilles correspondances échangées en un tel moment, ne croyez pas cependant que la politique y tienne la première place. Beaucoup plus fréquemment, ces lettres traitent de questions familières, le prix d'une chambre ou d'un dîner, l'état de la santé, celui de la bourse. Elles fourmillent de recommandations concernant l'armoire à linge, le salaire des domestiques, les soins de la ferme ou du jardin. Et si, à travers ce bavardage, nous ne voyons la révolution que par le petit bout de la languette, du moins arriverons-nous à en reconstituer l'atmosphère et en mieux connaître les acteurs. Ils se révèlent à nous tels qu'ils sont vraiment, de bons et braves provinciaux,
pour la plupart un peu étonnés de l'aventure où le hasard les entraîne, très fiers de leur rôle, mais n'oubliant pas que là-bas, très loin, il y a un coin de France où l'on pense à eux, une église dont le coq doré semble les suivre du regard. Beaucoup ne sont, il faut en convenir, que des députés assez obscurs. On chercherait vraiment leur portrait dans le recueil de Desjabins, mais le témoignage qu'ils nous apportent n'en est que plus significatif. La célébrité d'un grand nom ne risquant pas de fausser la perspective des petits croquis à la plume dont s'émaille leur correspondance. Bien qu'il appartienne au clergé, le premier ordre du royaume, c'est par exemple un personnage assez effacé que l'abbé Emmanuel Barbotin, curé de Prouvy, près de Valenciennes. Certes, il n'a rien d'un prêtre famélique, réduit à la portion incongrue, comme les campagnes en comptent beaucoup, gros disséminateur, très à l'aise, il a dirigé avec succès une manière d'exploitation agricole, élu représentant à l'Assemblée du bailliage de Quesnoy, puis député du Hainaut aux États généraux, nous le voyons adresser aux représentants Patrick Anglebert, Barat, son suppléant à la cure de Prouvy, des lettres où le récit des événements du jour se mêle à des questions beaucoup plus personnelles. L'abbé s'étend longuement sur son installation à Versailles. C'est, dit-il, après bien de la chaleur, poussière, fatigue, etc., mais tous en bonne santé, que ses collègues et lui sont arrivés dans la ville royale le 8 mai 1789. Voilà ce qu'il dit. Notre premier soin fut de dîner et ensuite de chercher des logements que nous ne trouvâmes pas ce jour-là. Après bien des courses, nous nous sommes enfin logés très petitement à la vérité, mais promptement, commodément, en bon air et près du château. Il nous en coûte, pour cet objet, chacun 60 livres par mois. Nous ne sommes pas encore arrangés pour la nourriture, mais il paraît que nous la paierons très cher, puisque le premier repas et la première nuit nous ont coûté 1 louis pour 4. Le soir, nous vivons à la parisienne. Un morceau de pain qui est très bon d'ici et quelques verres de bière font tout notre souper. Ce souper à la parisienne étonnerait probablement bien des Parisiens moins frugaux, mais nous avons affaire à un digne ecclésiastique entraîné aux longues abstinences et qu'un second carême effraie peu. De déjeuner, on ne parle pas, dit-il. Nous n'avons pas le moyen de t'en manger. Il faudra rétrécir nos boyaux et accoutumer le gosier à l'eau de la Seine, qui ne paraît pas m'accommoder jusqu'à présent. Mon plus mauvais vin fait infiniment mieux que celui que je suis obligé de boire. En dépit de ce changement de vie, la santé de l'abbé reste bonne. Il se plaint seulement d'une petite darte à la main droite, vite dissipée en buvant de la tisane de fumêtre. Il déplore aussi que les punaises l'empêchent de dormir tout son saoul. Et surtout, il maudit la pluie qui est tombée pendant 3 semaines et l'a contraint à garder souvent la maison. Par contre, dès que le soleil brille, il en profite pour visiter avec ses collègues les curiosités de Versailles et de ses environs. C'est ainsi que le 21 juin, lendemain du serment du jeu de paume, un petit groupe de députés l'entraîne dans une promenade d'au moins 6 lieues. On se rend à Marly pour voir la machine. Le château est celui de Louvciennes, occupé par la trop fameuse du Barry. J'imagine que la belle hôtesse dut peu goûter un tel pèlerinage. En somme, la cherté de la vie mise à part, la résidence versaillaise paraît fort agréable au curé de Prouvy. Pour tout le reste, point de séjour plus gracieux que cet endroit, dit-il. Moyennant beaucoup d'argent, tout va le mieux du monde. Son optimisme diminuera quand, après les journées d'octobre, l'Assemblée se sera transportée à Paris. Encore une installation nouvelle, et que de bruit, que de cohue. Le fracas de cette ville immense lui déplaît autant qu'elle plaît à d'autres. Je suis dans un canton, écrit-il, où entouré de rues, de voitures ne font que rouler depuis 6 heures du matin jusqu'à 3 heures du lendemain matin. Ainsi dort qui peut, dit-il. Mais là aussi, il n'est que de s'accoutumer, et 3 semaines plus tard, nous lirons « Je me porte bien et ai bon appétit. Il me déplaît cependant bien qu'il nous faut dîner tous les jours à la chandelle. Nous sommes exempts de souper. » Parmi tous ces tracas, l'abbé ne garde d'oublier sa petite ferme de Prouvy. À son supplément, le révérend père Barat, nous le voyons adresser toutes sortes de recommandations pour vendre en temps utile l'orge, le blé, le lin, les fagots, pour blanchir les toiles, les granges, le four, le pigeonnier, pour planter du colza à la place de lin et compléments de récolte dont il souligne l'importance pour cueillir de bons chrétiens s'il y en a. Il s'inquiète de la provision de beurre assurée pour le mois d'octobre. Il veut connaître l'abondance et la qualité de la moisson. Il insiste pour que les différents grains soient séparés le plus qu'on pourra.
L'hiver venu, une autre question le préoccupe, celle de la cave. Si le vin rouge est en point de tirer, il ne faut pas le laisser gâter. Si vous ne l'avez pas changé de pièce, il faudra nécessairement le coller. Pour ce faire, il faut premièrement percer la pièce et y mettre le robinet, défaire le bondon, tirer si la pièce est bien pleine, au moins une bouteille, battre 6 blancs d'œufs avec une pinte de vin, verser le tout dans la pièce, mêler le tout avec un bâton pendant un demi-quart d'heure, la bien reboucher, la laisser reposer 7 à 8 jours et retirer ensuite. Quel luxe de documentation de la part d'un homme que la misère des temps réduit à boire de l'eau. Sans doute la saveur de sa piquette le réjouit-elle à distance par manière de consolation. Mais gardons-nous de croire que ses soucis d'ordre matériel lui fassent oublier son ministère, non plus que ses devoirs de chrétien. C'est pour les remplir qu'il a été passé les fêtes de la Pentecôte à l'abbaye des Vaux de Cernay, et où il a été si bien reçu qu'il y est retourné à la fin de juin et le 15 août. Le 25 du même mois, jour de la Saint-Louis, fête du roi et de notre paroisse, il passe toute la matinée à l'église et prie pour les ouailles de Prouvy. Rien de ce qui les touche, naissance, mariage, enterrement, ne sera oublié dans les lettres du père Barat. Comme si le malheureux n'était pas assez occupé par ses fonctions d'agriculteur et de tonnelier, il faut encore qu'il se consacre aux enfants du catéchisme, et voici les instructions qu'on lui donne à leur sujet. Quand vous êtes souvent dehors les dimanches et fêtes, au moins, je l'imagine, je pense que vous ne pouvez guère faire de catéchisme. Je vous prierai donc, si vous ne pouvez pas ces jours-là, de le faire quelques fois dans la semaine, ne fût-ce qu'une demi-heure avant ou après votre messe. De veiller aussi à ce que les enfants aillent à l'école. Je vous prierai surtout d'avoir soin de ceux que vous avez communier. Il ne paraît pas que vous ayez de première communion à faire cette année parce que les plus vieux sont fort jeunes. Il faut donc s'occuper particulièrement de ceux de l'année dernière. C'est dans l'enfance que les vérités de la religion se gravent plus aisément dans l'esprit et agissent sur le cœur dégagé de passion. Et nous sommes dans un temps où la religion a besoin d'être soutenue par nos discours et plus encore par nos actions. Ne trouvez pas mal que je prêche les prêcheurs, car enfin je suis toujours curé de Prouvy et plus il y a à craindre pour mes paroissiens et en général pour la religion, plus je les aime. Puis, dans la même lettre sans transition, vous aurez sûrement fait tuer le cochon, car il ne faut pas le laisser engraisser inutilement. Toute l'âme candide du brave homme est dans ce rapprochement ingénu. Pas plus que l'abbé Barbotin, le marquis Charles-Élie de Ferrières-Marseille ne devait jouer un grand rôle à l'Assemblée constituante, bien qu'il fût plus connu en Poitou que son pieux collègue du Hainaut. Partageant ses loisirs entre son château de Marseille en Mirablais et sa maison de Poitiers, ce disciple des philosophes avait publié 3 essais, le théisme en 1785, la femme dans l'ordre social et dans l'ordre de la nature en 1785 et les vœux en 1787. Mordant de sature des vœux monastiques qui lui avaient valu une réputation d'intellectuel, il avait fait choisir par la noblesse de la sénéchaussée poitevine comme représentant aux États. Forcé par ses nouvelles dignités d'habiter Versailles, d'abord et Paris ensuite, il allait entretenir durant 3 ans une abondante correspondance avec sa femme, Henriette de Montbiel d'Us, à qui le gentilhomme auteur aurait-il pu donner tant de renseignements sur sa vie quotidienne, sinon à l'épouse légitime qui, dans l'ordre social comme dans l'ordre de la nature, tenait pour lui la première place. Comme la plupart des députés, le marquis de Ferrières déplore visiblement le transfert de l'Assemblée à Paris. « Il pleut ici tous les jours, écrit-il. Les rues de Paris ne sont que de la boue. Je regrette Versailles. J'y ai été fort accoutumé et aussi d'y voir le roi. Moi qui n'ose aller le soir dans les rues, craindre d'être écrasé par les voitures, je rentre de bonne heure et passe assez tristement la soirée auprès de mon feu. Ce goût médiocre pour la solitude va bientôt décider M. de Ferrières à faire venir la marquise auprès de lui. Rien de plus naturel de la part d'un philosophe ennemi des vœux monastiques, mais il importe d'assurer un service convenable au ménage. Et voilà pourquoi notre député pose tant de questions dans ses lettres. La cuisine de Poitiers saura-t-elle habiller sa maîtresse? Voudra-t-elle faire les lits, balayer l'appartement? Si elle n'est pas bonne enfant, j'aimerais mieux la petite femme de chambre. Elle vous serait utile pour le savonnage et viendrait à tout faire bouillir le pot, car pour les entrées, on en fait venir de chez le traiteur. Ayant pris ces dispositions, Madame de Ferrières arrive enfin et séjourne à Paris 2 hivers. Ce ne sera que durant les étés 1790 et 1791 qu'elle retournera à Marseille et que son Parisien de mari
se remettra à lui écrire. Courrier bien prosaïque d'ailleurs et dont les questions ménagères sont le principal aliment. En août 1790, le marquis déclare qu'il se trouve fort bien d'une certaine Toinon qui est une excellente fille et a 1000 attentions pour lui. Il mange des fèves, des haricots, des concombres, très peu de viande. Ainsi la vie n'est pas trop chère, d'autant moins qu'on fait popote avec un député de la noblesse de Béziers et qu'on partage la dépense. Pour le mois précédent, les provisions, beurre, charbon, légumes, poissons, desserts ont coûté 118 livres, le pain 30 livres, total 150 livres, sans compter la boucherie et le bois. Et le représentant de conclure, cela ira tout au plus à 4 livres chacun par jour. Ajoutez-y le logement, 3 livres, nous ne vivons pas mal, la chair est saine, c'est l'essentiel. L'année suivante, Toinon est remplacé par une nommée Marguerite qui paraît d'un bon naturel et excelle à accommoder les potages aux légumes et les nuits du marquis. Le personnel compte également un domestique qui, comme par hasard, dès son arrivée à Versailles, on le voit s'installer 12 rue des Bourdonnais avec un autre député et sa nourriture quotidienne ne lui coûte qu'un écu. Lorsqu'au mois d'août, l'Assemblée allouera à chacun de ses membres une indemnité de 18 livres par jour, ce bourgeois rangé calculera qu'il ne dépense pas la moitié. Mais vive l'économie! Ce n'est point parce qu'on a de l'argent qu'il faut en dépenser à tort et à travers. Ça, c'est bien sûr le sacerdoce du bourgeois. L'officiel pousse si loin ce principe qu'il reproche à sa femme d'avoir acheté un arrosoir supplémentaire et surtout d'avoir fait emplette de toile, très bon marché, pour tailler des chemises neuves à son fils Jacques, quand ces vieilles auraient pu durer au moins 2 ans encore. Tous ces bons marchés sont ruineux, dit-il. Avec une telle mentalité, ne nous étonnons pas de voir le brave propriétaire songer constamment à son bien. 8 jours avant la prise de la Bastille, quelles sont ses préoccupations? Il faut savoir s'il a mouillé à la châtaignerie comme à Versailles. En ce cas, le foin aurait été bien arrosé. Heureux s'il n'est pas perdu, dit-il. Un peu plus tard, après avoir raconté les événements du 14 juillet, il s'inquiète des ormeaux qu'il a plantés l'année précédente dans son domaine de Montigny. Il ordonne de les élaguer, s'informe de l'état de la luzerne. On sent que son esprit est là-bas et non pas à Paris. Son esprit et son cœur aussi, car malgré son zèle économe, voilà déjà qu'il songe, comme tant d'autres, à faire venir à Versailles sa femme et ses 2 enfants, Jacques, un bonhomme de 12 ans, et Marie-Thérèse Mariette, d'1 an, sa cadette. Le domestique de la Châtaigneraie, le fidèle Falour, pourrait être également du voyage. On lui fera endosser un vieil habit que son maître a laissé à la campagne et il s'installerait dans le cabriolet de la diligence, place réservée aux valets. D'Angers à Paris, cela coûterait pour lui 36 livres, mais un domestique versaillais en exigerait au moins 60 par mois et l'on ne serait pas sûr de lui. Dans les bagages, il faudrait mettre quelques chemises de rechange et surtout des couverts afin de pouvoir prendre les repas à la maison, encore une sage économie. Tout en exposant ses projets, l'official songe à demander si Jacques a obtenu un prix à la distribution du collège de Beaupréau. Comme la réponse est affirmative, l'heureux père prescrit à sa femme de donner au lauréat un écu de 3 livres. Quant à Mariette, un peu dissipée, paraît-il, elle devra se contenter de 24 sous. Voir pourquoi la réunion du ménage était ajournée à l'automne. Exigence de la politique ou obligation en Poitou, les lettres n'y feront plus d'allusion qu'une fois les vacances terminées, quand Jacques sera rentré au collège. Mais alors, nous verrons reparaître 1001 recommandations. Que Madame l'officiale n'oublie pas d'emporter une pelisse, un manchon, 15 ou 18 serviettes fines, 4 ou 5 couverts d'argent. Comme la maison de la Châtaigneraie restera inhabitée l'hiver, on pourra demander à l'ami Dupouet d'y coucher, de faire du feu dans le poêle pour conserver les meubles, les livres, une précieuse bibliothèque qu'on vient justement de remettre en ordre, et de chauffer aussi de temps en temps la chambre à coucher. Autrement, l'humidité ferait tout pourrir. Malheureusement, l'exode de l'Assemblée à Paris vient bientôt bouleverser les plans conjugaux. Détail navrant, dans la précipitation du départ, l'official a oublié à Versailles un échantillon de Florence que sa femme lui avait envoyé pour essayer de retrouver 2 aunes et demi de mêmes étoffes. Conscient de son crime et voulant le réparer de son mieux, l'étourdi achète une bague qu'il dirige sur la Châtaigneraie.
Quel excellent époux il fait et aussi quel père indulgent. Sans doute aucune de ces lettres ne le montre-t-elle, sans un jour plus sympathique que cette missive du 3 novembre dans lequel il prêche la douceur vis-à-vis de Jacques et de Mariette. Pour le garçon, la tâche est simple, il ne donne que des satisfactions, mais on devine que sa sœur est plus difficile à mener. Madame l'officiale a dû se plaindre et pour ramener la concorde, le père entame une belle dissertation morale bien conforme à l'esprit du temps. Les fautes que les enfants commettent proviennent moins du vice de leur cœur que de la légèreté de leur âge. Sois bien persuadée, ma bonne amie, de cette vérité et tu auras bientôt au moins autant de satisfaction de ta fille. Son mérite naturel a pu quelquefois disparaître. Mais n'aurions-nous point de reproches à nous faire? N'aurions-nous point aliéné cette douceur par des réprimandes trop sévères, des petites fautes trop aperçues et des manques d'attention que l'on ne doit jamais se permettre auprès des enfants? Il est encore temps de s'attacher ta fille. Témoigne-lui de la confiance proportionnée à son âge. Ne lui parle qu'avec amitié et beaucoup de douceur. Que ce que tu exigeras d'elle soit plutôt un témoignage de satisfaction qu'un ordre impérieux. Converse avec elle d'un ton de familiarité et de bonté, mais que les conversations soient toujours utiles et instructives. Enfin, qu'elle ne voie en toi qu'une mère qui l'aime et jamais celle qui commande et qui veut être obéie. Que ce petit sermon paternel où la rhétorique de Fénelon emprunte le style, Monsieur Brouilly, soit d'une extrême originalité, nous n'irons pas jusqu'à la prétendre, mais il nous confirme du moins que l'official est un brave homme. Maintenant, nous allons terminer cette première partie par la vie quotidienne en province. Un écrivain dont la sévérité pour Taine est restée légendaire reconnaît pourtant qu'il a été l'un des premiers à discerner que l'histoire de France n'était pas seulement politique mais économique, pas seulement parisienne mais provinciale. C'est en vertu de ce principe que l'auteur des Origines de la France contemporaine s'est appliqué à chercher les prodromes de la Révolution dans une sorte d'anarchie spontanée qui aurait gagné le pays et spécialement les campagnes aux approches de 1789. Alors, c'est bien sûr de Hollard, Taine, historien de la Révolution française, et c'est cité par Armand Collin. Gardons-nous des généralisations. Il y a eu des mouvements populaires en tout temps, même aux époques les plus brillantes de la monarchie. La situation difficile du pays ne pouvait que rendre ce genre de crise plus aiguë après une année de vache maigre comme 1788 et à la veille de la grande consultation nationale qui occupait tous les esprits. Mais de là à conclure en citant quelques cas isolés, pillage de grains en Normandie, agitation en Languedoc ou en Bretagne, que la France est à feu et à sang, que la propriété est violée partout, il n'y a plus de sécurité, la différence saute aux yeux. Au vrai, les témoignages de beaucoup de contemporains donnent un tout autre son de cloche. Quand le docteur anglais Rigby traverse nos campagnes en 1789, il s'étend de la fertilité du sol, de la belle mine des habitants. Pas une acre qu'il soit dans l'état de la culture la plus ingénieuse. On ne supposerait jamais qu'une disette pût avoir lieu, dit-il. Tous les gens paraissent satisfaits et il conclut, non sans mélancolie, les paysans en Angleterre ne sont certainement pas aussi aisés, en tout cas ils sont loin de paraître aussi heureux et bien gras comme ici. Dans les plus grandes villes, comme dans les plus humbles bailliages, un immense espoir précède la réunion des États généraux. La rédaction des fameux cahiers donne naturellement lieu à des discussions assez vives. Non seulement chacun des trois ordres a des intérêts souvent opposés, mais en bien des régions, les paysans sentent déjà que la bourgeoisie va défendre leur cause avec une certaine mollesse. Dans les revendications qu'ils formulent, les terriens du Ménil-le-Orgne, du bailliage de Commercy, écrivent au garde des Sceaux que les pauvres communes de la campagne ont été méprisées et beaucoup de leurs frères pensent de même. Pas d'entre eux pourtant osent se plaindre, car l'âme paysanne possède des trésors de patience. Et puis le souci de la récolte domine pour ces braves gens toutes les autres préoccupations. Que seront les moissons après l'abominable printemps de 89 ? Presque partout l'inquiétude grandit. Le clergé ordonne des prières et à Évreux, le dimanche 2 août, une procession solennelle se déroule pour demander au ciel de ramener le beau temps et de faire mûrir les blés. Parmi les vœux des campagnes, voici celle certes le plus pressant.
La récolte devait en fin de compte être moins mauvaise qu'on ne s'y attendait. Celles de 1790 et de 1791 furent ensuite presque bonnes. Ne nous attardons pas à chercher quelles réactions politiques eurent les premiers grands événements de la Révolution sur les diverses provinces françaises. Établissement des municipalités, élus, des milices ou de garde nationale, il semble que presque partout, sauf que dans quelques centres turbulents comme Strasbourg, Maubeuge ou Troyes, le passage d'un régime à l'autre se soit accompli sans grands heures. L'histoire de la petite ville de Meulan, racontée par Raoul Rossière, offre un exemple de ces changements à vue paisible. Un curieux phénomène qui secoua les nerfs du pays durant l'été 89 appartient plus à notre sujet. Je veux parler de la Grande Peur, qui se déchaîna brusquement par les campagnes à l'époque de la moisson et dont une ordonnance royale affichée sur les murs et lue au prône des paroisses signalait toute la gravité. De par le roi, Sa Majesté est informée que des troupes de brigands répandues dans le royaume s'attachent à tromper les habitants de plusieurs communautés en leur persuadant qu'ils peuvent, sans s'écarter des intentions de Sa Majesté, attaquer le château, enlever les archives et commettre d'autres excès envers les habitants et les propriétés des seigneurs. Sa Majesté se trouve dans la nécessité de faire connaître que de semblables violences excitent toute son indignation. Elle ne peut voir dans la plus grande affliction le trouble qui règne dans son royaume, troublé, excité, depuis quelque temps par des gens mal intentionnés et qui commencent par semer de faux bruits dans les campagnes, afin d'y répandre l'alarme et d'engager les habitants à prendre les armes. Sa Majesté invite tous les bons citoyens à s'opposer de tout leur pouvoir à la continuation d'un désordre qui fait le scandale et la honte de la France et qui contrarie essentiellement les vues bienfaisantes dont le roi et le représentant de la nation sont animés pour l'avancement du bonheur et de la prospérité du royaume. Fait à Versailles le 9 août 1789, signé Louis et plus bas, le comte de Saint-Priest. Quelle est donc cette grande peur dont les pouvoirs publics semblent s'inquiéter si fortement à une heure où tant d'autres sujets réclameraient leur attention? Une sorte de folie collective, un peuple qui se fait peur à lui-même et qui voit des brigands là où il n'y a que des hallucinés. Nous avons la chance de posséder 2 documents, l'un officiel, l'autre privé, sur les événements qui se déroulèrent alors dans la région du Beauvaisis et par une rencontre assez rare, les 2 pièces suggèrent des conclusions à peu près semblables en ce qui touche la grande panique campagnarde. La première est un rapport de Duguay, prévôt de la maréchaussée de Clermont, adressé le 28 juillet à Blossac, intendant de Soissons. Il relate que l'avant-veille, des braconniers se sont pris de querelles avec des gardes-chasse sur le territoire d'Estrée-Saint-Denis, c'est-à-dire à 4 lieues de Clermont. Les habitants de cette paroisse, toujours dans l'idée qu'on en veut à leur récolte, se sont empressés de donner l'alarme. Les paroisses voisines ont également sonné le tocsin et le lendemain matin à 7 heures, la maréchaussée s'est mise en branle, flanquée d'un détachement du Royal Bourgogne, pendant que le prévôt Duguay fait lui-même sceller son cheval. Des exprès de Lieuville et d'Estrée-Saint-Denis viennent lui apprendre que tout est ravagé chez eux. Il traverse la ville en ne voyant que des femmes qui s'enfuient, d'autres qui ferment leurs volets. Tout le monde tremble et se désole, car on annonce déjà que 4000 brigands arrivent à Clermont par la route de Noitel. Le prévôt a beau se répéter que la nouvelle est peu vraisemblable, il n'en est pas moins fort ému quand il se met en route avec 16 cavaliers et 10 bourgeois à cheval qui veulent bien lui prêter main forte. À peine est-il sorti de la ville qu'il rencontre le capitaine des chasses de Monseigneur, le duc de Bourbon, accouru pour lui dire que le péril est imaginaire, qu'il n'y a pas de grain coupé et que tout se ramène à une querelle entre gardes et braconniers et à un attroupement de curieux. Voilà de quoi rassurer Clermont, mais pas pour longtemps, hélas, car un autre bruit se répand. Du côté de Paris et de Beauvaisis, des bandes en armes sont signalées. Du coup, chacun se croit perdu. On se rassemble comme on peut, on jure de mourir ensemble, jusqu'au moment où l'on apprend que les soi-disant agresseurs sont de braves habitants des paroisses voisines qui, armés de fourches et de haches, viennent au secours de leurs concitoyens. Quelle effusion après une aussi chaude alerte! Les gens de Clermont se cotisent pour offrir un vin d'honneur à leurs défenseurs et quand ils se sont bien rafraîchis, on les emmène chasser dans la forêt de Neuville où une hécatombe de faisans démontre que les privilèges ne sont plus désormais qu'un vain mot. Écoutons maintenant le récit d'une petite paysanne des environs de Creil pour qui la Grande Peur de 1789 fut la première révélation d'un ordre de choses nouvelles.
Elle devait connaître par la suite beaucoup d'émotions du même genre, ainsi que nous le verrons plus loin. Marie-Victoire Monard est l'aînée d'une famille de 15 enfants qui habite le hameau de Vaux, à une portée de fusil de Creil. Ne la prenez pas pour une mauviette. Elle s'est donné le coup de rein au champ et quand son père s'avise d'aller vendre 22 cochons au marché de Pont-Sainte-Maxence, c'est elle qu'il charge de les garder. Ce même père est d'ailleurs lui-même un solide gaillard. S'agit-il de passer une rivière avec un âne qui craint de se mouiller les pattes? Il le hisse bravement sur son dos sans s'inquiéter de ce qu'en diront les censeurs du meunier de La Fontaine. Donc, un jour, les paisibles habitants de Creil sont alertés par le tocsin, comme l'ont été ceux de Clermont. Les hommes s'arment de faux, de fourches ou de broches et se mettent à courir dans la plaine. Les femmes mettent de l'huile sur le feu, font des provisions de cendres et montent des pavés dans leurs chambres pour brûler, aveugler ou assommer l'ennemi, tandis que d'autres se portent vers le pont qu'on barricade avec des charrettes. C'est la femme du maître de pont, forte et courageuse personne, qui organise la résistance. Elle dit: J'enviais sa force et sa bravoure, soupire la petite Marie-Victoire. J'aurais voulu être à sa place pour être de la mêlée, mais elle ordonna aux enfants de s'en aller chez eux, ce qui ne m'arrangeait pas du tout. Sa déception est encore plus grande quand sa mère l'enferme dans un grenier avec ses 3 sœurs les plus âgées, leur laisse un pain de 15 livres et un quart de fromage de brie qui leur permettront de supporter les rigueurs d'un siège et se réfugie elle-même avec ses autres enfants dans le clocher de l'église de Creil. Le plus grand tumulte règne en ville. Des femmes échevelées qui arrivent du Pont-Sainte-Maxence racontent que leurs maris viennent d'être tués sous leurs yeux. Cependant, les 4 petites monards avisent dans leur grenier une lucarne d'où l'on découvre l'horizon, pas assez grande pour l'atteindre, elles s'y portent chacune leur tour en se faisant la courte échelle et aperçoivent les hommes de plusieurs villages qui battent les champs d'alentour sans rencontrer les fameux brigands. Fatigués de nous porter, continue la petite assiégée, nous nous mîmes à manger notre fromage qui, avec ma mère, nous eut duré 4 jours et au bout de 3 heures, il n'en était plus question. Après être restés dans ce réduit, nous n'en voulûmes sortir. Je descends la première tout doucement, mes sœurs me suivent. J'entr'ouvre la porte et regarde en tremblant si j'aperçois l'ennemi. Ne le voyant pas, nous nous en retournâmes à la maison où nous trouvâmes ma mère qui n'avait pas plus que nous vu les hommes dont l'on s'était fait des peurs paniques. Dans les 2 cas, l'aventure est la même. Un incident minuscule au début, un attroupement dans la campagne qui fait croire à une attaque, le tocsin qui ameute les villages, des alliés qui arrivent en armes mais qu'on prend pour des ennemis, des gens qui ont peur de leur ombre. Et tout cela ressemble un peu à un conte de Dumas, père qui faisait la joie de notre enfance. Le royaume de Polichinelle est envahi par une armée nombreuse, mais le général à 2 bosses a l'idée de faire décrocher par ses concitoyens tous les miroirs de la capitale, d'aller les dresser en plein champ et d'attendre que l'adversaire, voyant sa propre image réfléchie dans les glaces, jette ses armes et se sauve à toutes jambes. Aux 4 coins du pays, presque à la même époque, on pourrait citer des extravagances semblables. N'est-ce pas à Angoulême qu'un tourbillon de poussière aperçu dans le lointain le 28 juillet vers 3 heures donne à tous l'impression que les brigands arrivent? On s'arme, on bat la générale, 20 000 hommes réunis en hâte passent la nuit à faire des patrouilles. Leur nombre a doublé le lendemain et le gouvernement de la province propose déjà l'envoi d'une véritable armée. Alors ça, c'est aux Archives nationales et c'est une lettre de Briand des Lessards qui relate ça. Que de sinistres rumeurs en effet. La forêt de Braconne serait pleine de pillards. Ruffec, Verneuf, La Rochefoucauld auraient déjà été brûlés. Cependant, on a beau fouiller les environs, battre Fourré et Boqueteau, pas le plus modeste bandit. Et l'on finit par en conclure que le nuage de poussière dont la ville s'est alarmée a dû être soulevé sur la route par les chevaux du courrier de Bordeaux. La gravité de cette panique n'en décide pas moins Angoulême à constituer définitivement sa milice bourgeoise. Et pour les mêmes raisons, beaucoup de pays, petits ou grands, adoptent la même politique. Ils s'organisent militairement. Dans les bourgs comme dans les campagnes, la garde nationale est née. Mais c'est ici que l'aventure va prendre une portée singulière. Parce que la noblesse n'a pas rempli son rôle traditionnel qui était d'assurer la sécurité des paysans. Toutes ces petites forces locales ne manqueront pas de se tourner contre elle. On réclamera la suppression des privilèges que les services rendus ne justifient plus. Ainsi, la grande peur, phénomène épisodique, aura bientôt la plus sérieuse des conséquences. On peut dire qu'elle est, pour une large part, l'application de la nuit du 4 août. L'année 1790 est celle où le nouveau régime s'organise en France. Les ruraux ont vite compris qu'il leur faut de sérieux avantages, la suppression des vieux impôts et leur
leur remplacement par des neufs qu'ils oublieront souvent de payer. Le droit de ne plus dire monsieur le marquis ou monsieur le comte, d'arrondir leur lopin de terre aux dépens du parc du château et de ne plus voir leurs choux et leurs salades mangés par les lièvres qui en sortaient. Désormais, les rôles sont renversés. C'est Jacques Bonhomme qui mange les lièvres et il apprécie le bénéfice de cette heureuse prémutation. En outre, il a la faculté de jouer un rôle dans son village, de briguer des fonctions électives pour peu qu'il sache signer son nom ou même s'il en est incapable. Le député Labergerie n'affirmera-t-il pas un jour à la tribune de l'Assemblée que sur 40 000 municipalités, il y en a 20 000 où les officiers municipaux ne savent ni lire ni écrire? Du jouet nouveau qu'on a mis entre ses mains, la politique, comment le français des campagnes va-t-il se servir? Les registres des délibérations de la commune des Pieux-Bourgs, du département de la Manche, peuvent nous en donner une idée. Mais nous les feuilleterons rapidement car cet exemple pris entre mille n'offre rien de bien sensationnel. En 1790, le 26 février, on procède à l'élection de la municipalité des Pieux et l'on la renouvelle partiellement. Le 20 et 21 novembre, on évalue les revenus des cures de la paroisse, le montant des impôts. Le 30 novembre, les 11 communes du canton s'assemblent pour la nomination d'un juge de paix. Le seul événement qui se rapporte à l'histoire générale est la célébration le 17 septembre d'un service solennel en l'honneur des victimes du massacre de Nancy. On voit que la Basse-Normandie est de cœur avec la Lorraine. En 1791, la question religieuse prend de l'importance. Le 6 février, prestation du serment des prêtres fonctionnaires ainsi que l'ordonne la constitution civile du clergé. Le 31 juillet, prestation de serment du curé Lacointe à l'issue de la grand-messe, en face de la municipalité revêtue des couleurs nationales en écharpe. Le 18 septembre, on invite le dit curé à chanter un Te Deum pour remercier le ciel qui a inspiré au roi d'accepter la constitution. 3 mois plus tôt, le 20 juin, les citoyens actifs du canton s'étaient réunis au Pieux pour désigner les électeurs chargés d'aller nommer à Saint-Lô les futurs membres de l'Assemblée législative. Mais cette fois-là, le nom du roi n'avait pas été prononcé et ça avait choqué beaucoup de monde. Il n'y avait pas eu de Te Deum. Nous ne saurions qu'approuver le tact involontaire des indigènes de la Manche. C'était le jour de la fuite de Varennes. Les registres de biens des communes menacèrent de se rassembler car partout les mêmes questions se posent. Adopter la vie provinciale à la législation nouvelle, régler subsistance, établir l'assiette de l'impôt, procéder aux élections, se débrouiller dans le fatras d'une paperasserie compliquée, autant de problèmes épineux pour des municipaux auxquels leur écharpe tricolore n'a pas donné la science infuse. Eh oui, ils étaient bons les curés et les nobles qui nous faisaient jurisprudence. Eux, ils savaient compter, ils savaient lire, ils savaient écrire. Et que sont ces individus qui viennent par-delà la ville nous ordonner de faire ceci ou cela? Bientôt, les institutions nouvelles iront contrebalancer la vie paisible et traditionnelle de ces bourgs. Ce qu'ils comprennent tous, par exemple, c'est la nécessité d'avoir une belle garde nationale qui défilera dans les fêtes et assurera en cas de besoin la protection du corps élu. Les petites villes, comme les grandes, ont la coquetterie de leur milice. Ainsi, les habitants d'Évreux, voyant leurs gardes nationaux prêter serment le 20 novembre 1789 dans la cour d'honneur du château, sont unanimes à déplorer que de si valents militaires ne disposent pas de tambour. Qu'est-ce qu'une armée sans tambour? Autant dire un bal sans orchestre. Et voilà nos hébroïciens emportés par un généreux élan. Officiers et civils se cotisent ou l'on court acheter à Paris 8 caisses de première grandeur que des jeunes gens apprendront à battre afin de verser l'héroïsme au cœur de la population. Puisque nous sommes dans un pays où l'on aime tant la musique, comment n'y parlerait-on pas des cloches de la cathédrale? Elles sont en fort piteux état, mais la fermeture des couvents va permettre de les remplacer et ce transfert tienne une grande place dans les délibérations communales. Cloche de l'abbaye du Parc, cloche de la paroisse Saint-Pierre, cloche de l'abbaye de Canches, toutes prennent le chemin d'Évreux. Quelques-unes sont portées à Rouilly sur la rivière d'Andelle pour être fondues en monnaie, ce que l'on n'en avait pas dit. D'autres permutent de paroisse à paroisse, de Saint-Pierre à Bacquepuis, de Saint-Thomas à Coudre ou à Sac-Canville. Les brigands, ils nous prennent nos cloches alors qu'ils avaient dit qu'ils les referaient. Jamais ces lourdes personnes n'ont ainsi voyagé en dehors de la Semaine Sainte. Jamais on n'a tant pratiqué la politique de clocher. C'est de petites questions analogues qu'est faite la vie municipale dans la majorité des communes jusqu'en septembre 1791. Alors, la tournure des esprits se modifiera brusquement. La nouvelle de la fuite et de l'arrestation du roi se répandra comme une traînée de poudre dans les moindres villages, y semant une véritable panique. De nouveaux départs d'immigrés laisseront maints châteaux déserts et la France paysanne commencera vraiment à comprendre qu'elle est en révolution. Eh ben,
je vous remercie pour cette première partie de la vie quotidienne au temps de la Révolution. Nous ferons la deuxième partie jeudi prochain, ce sera la vie de société, et nous continuerons. Alors, j'espère que ce récit vous a plu, que vous avez pu voir un peu comment était la vie au temps de la Révolution. Alors, je tiens à vous souligner que Jean Robiquet est un ancien monarchiste qui a aussi adopté la République. Hein. Mais c'est très bien écrit, c'est très bien documenté. Moi, j'ai voulu m'appuyer sur ce livre qui est de quelqu'un qui a été quand même le conservateur général du musée Carnavalet de la ville de Paris, donc quelqu'un qui a une certaine connaissance des archives et de ce qu'a été cette période pendant la Révolution. Je vous remercie tous d'avoir participé à Histoire de France, la vie au temps de la Révolution, première partie. Je vous donne rendez-vous mardi prochain où là, on reviendra un petit peu dans l'ancien temps. On fera une petite parenthèse par rapport à nos mois de décembre et janvier où nous allons beaucoup parler de la Révolution et de la monarchie puisque nous allons célébrer bien sûr la mort de Louis XVI le 21 janvier. Je vous ferai le pari de 1199. Merci à vous. Peu de Français savaient ce qu'il se passait, mais ils allaient vite le comprendre. Nous espérons que cette vidéo vous aura éclairé sur les origines de la Révolution et vous permettra de comprendre un peu mieux sur ce qu'il s'est passé pendant cette sanglante période. Nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle histoire de France, la vie au temps de la Révolution partie 2.